En octobre 1986, 3 alpinistes japonais arrivèrent dans le petit village de Chamonix, dans les Alpes françaises, munis de matériel impeccablement organisé, d'appareils photo argentiques et d'un projet ambitieux. Ouvrir une nouvelle voie sur une face encore peu explorée du massif du Mont Blanc. Ils ne recherchaient pas la gloire, ils ne donnèrent aucune interview, ils ne fréquentaient pas les bars bondés d'alpinistes étrangers, ils restèrent réservés, polis, presque invisibles. Kenji Takahashi était le chef d'expédition. Âgé de 38 ans, il affichait une posture disciplinée et un regard serein. À ses côtés se trouvait Masaru Ito, plus jeune et plus impulsif, et Daichi Nakamura, le plus expérimenté techniquement, réputé au Japon pour ses ascensions de voies considérées comme impossibles. Il s'était entraîné pendant 2 ans pour cette expédition. De l'autre côté de l'histoire se trouvait Laurent Giraud. À l'époque, Laurent avait 29 ans et travaillait comme guide de montagne. Il connaissait le moindre changement de vent, la moindre fissure sous la neige, le moindre bruit annonciateur d'instabilité sur la glace. Pragmatique et direct, il avait peu de patience pour les étrangers qui sous-estimaient les Alpes. Lorsque les Japonais l'ont sollicité pour obtenir des renseignements sur la face nord de l'aiguille noire de Peutré, Laurent a été clair. L'automne était instable. Les fronts froids arrivaient trop vite. La glace n'était pas encore consolidée. Kenji écouta attentivement. Il les remercia, mais il ne changea pas son plan. Le matin du 17 octobre 1986, les 3 hommes partirent avant l'aube. Le ciel était dégagé, mais la pression atmosphérique baissait lentement. Quelques riverains les aperçurent traversant le sentier initial. Après cela, personne ne les revit. 2 jours plus tard, une tempête soudaine s'abattit sur la région. Des vents dépassant les 120 km/h, une neige dense et une visibilité nulle. Les équipes de secours ne purent accéder à la paroi de glace que 4 jours plus tard. Elles y découvrirent une corde fixe, partiellement enfouie, et des traces de crampons brutalement interrompues. Personne, aucun équipement, aucune explication claire. L'affaire a été brièvement mentionnée dans la presse française et a fait l'objet de quelques lignes dans la presse japonaise. Disparu dans les Alpes. Un autre accident imputé à la montagne. La nature mettant fin à une histoire sans témoin. Laurent participa aux recherches. Il parcourut 2 fois l'itinéraire estimé. Il ressentit une étrange sensation, non pas de la peur, mais un sentiment d'interruption. Comme si l'itinéraire avait été abandonné à la hâte, comme si quelque chose avait imposé une décision soudaine. Mais il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit. Avec le temps, la montagne resta indifférente. Les nouvelles chutes de neige recouvrirent les anciennes traces. Le village reprit son rythme touristique habituel. L'affaire était close. 15 ans se sont écoulés. En 2001, Laurent n'était plus le jeune guide impulsif. À 44 ans, respecté dans la région, il était réputé pour son obsession de la sécurité. Il ne laissait jamais place à l'improvisation et n'ignorait jamais son instinct. Cet automne-là, il encadrait un petit groupe de 2 alpinistes allemands expérimentés. La saison était exceptionnellement sèche pour la saison. La douceur inhabituelle avait considérablement réduit la formation de glace sur les faces les plus élevées. Des passages, auparavant recouverts de glace, étaient désormais à découvert. Lors de l'ascension par un itinéraire alternatif près du lieu de la disparition de 1986, Laurent a décidé de faire un détour technique pour éviter une zone de roche instable. C'est alors qu'il l'a vue. Au milieu de la paroi partiellement dégagée se trouvait une ligne verticale extrêmement précise de vieux pitons, des crampons métalliques fixés avec un espacement méthodique. Il n'appartenait à aucune voie officielle connue. Il n'était pas répertorié dans les archives du club alpin français. Laurent s'approcha. Le métal était rouillé, mais encore solide. Ce n'était pas du matériel français. Le modèle était différent, plus fin. Il reconnut le motif. Des années auparavant, lors d'un programme d'échange au Japon, il avait vu ce type d'équipement. Son estomac se serra, la ligne de sécurité ne montait pas, elle descendait. Et cela ne s'est pas terminé en terrain sûr. Elle s'achevait abruptement sur la paroi, là où la roche formait une étroite crevasse partiellement dissimulée par un surplomb.
Laurent retint son souffle. Il demanda à ses clients d'attendre. Il s'est abaissé avec précaution jusqu'à la dernière attache. Là, gravé dans la roche, presque invisible sous la mousse et une fine couche de glace, se trouvait quelque chose d'encore plus inquiétant. Une marque répétée 3 fois. Un symbole simple, gravé à l'aide d'une pointe métallique. Une ligne verticale traversée par 2 lignes plus petites. Laurent se souvenait de ce symbole. Kenji avait toujours un carnet sur lui et marquait ses itinéraires avec ce même symbole. Il représentait la persévérance en kanji simplifié. Le vent s'est soudainement levé. Laurent braqua sa lampe torche dans la fissure située sous le rebord. Il y avait une corde à l'intérieur. Ne lâche pas. Ancrée, vieux, mais elle est préservée par l'absence de lumière directe du soleil et la protection naturelle de la roche. Ce qui s'est passé en 1986 n'était pas une simple chute dans la tempête. Ils étaient descendus délibérément par là, et personne ne connaissait cet itinéraire. Laurent ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans, la responsabilité. Si cette descente existait, alors l'histoire était incomplète. Et si elle était incomplète, peut-être que les 3 n'avaient pas disparu là où tout le monde l'imaginait. Il a pris des photos détaillées, il a noté les coordonnées, il n'a rien dit aux clients à ce moment-là. Il a simplement terminé l'ascension et est retourné au village. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Le symbole gravé sur la roche n'était pas improvisé, c'était une décision. Un message. La question n'était plus « Où sont-ils tombés ?» Pourquoi ont-ils changé de cap et qu'ont-ils trouvé dans cette crevasse 15 ans plus tard, la montagne commençait à révéler quelque chose qu'elle avait gardé caché. Et Laurent savait que, s'il avait raison, cela changerait tout ce que l'on croyait savoir sur la disparition des alpinistes japonais. Chamonix n'oublie jamais complètement ses êtres chers disparus. Elle apprend simplement à vivre avec eux. Le village, cerné de sommets qui semblent toucher le ciel, vit dans un équilibre précaire entre tourisme et tragédie. De vieilles photographies ornent les cafés. Des cordes usées pendent comme des reliques aux murs de bois. Chaque guide porte en lui des histoires qu'il ne raconte pas aux visiteurs. La disparition des 3 Japonais est devenue l'une de ces histoires passées sous silence. En 1986, la population locale réagit avec prudence. Certains guides expérimentés firent remarquer que les étrangers sous-estimaient souvent les Alpes. D'autres, plus discrets, reconnurent que Kenji et son équipe étaient trop méticuleux pour commettre la moindre erreur. Laurent, à l'époque, était encore en train de se forger une réputation. Il se souvenait très bien de sa dernière conversation avec Kenji dans le petit magasin d'outillage de la rue du Docteur Paccard. Kenji ne parlait pas beaucoup français, mais il écoutait avec une attention absolue. Lorsque Laurent lui expliqua les risques liés à la face choisie, Kenji ne fit preuve d'aucune arrogance. Il ne posa que des questions techniques. La stabilité de la couche de glace inférieure, la fréquence des vélages sur l'arête, est l'historique des fissures dans la base rocheuse. Il ne correspondait pas au profil d'une personne imprudente. Mais Laurent ne réalisa quelque chose que des années plus tard. Kenji semblait chercher quelque chose de précis sur cette montagne. En 2001, après la découverte des pitons, Laurent décida de consulter les archives du club alpin français. Carte des voies officielles, compte rendu d'ascensions infructueuses, rapport de secours. Rien n'indiquait de voie de descente dans cette crevasse. Il s'est alors mis à la recherche d'Étienne Morel, un historien local spécialisé dans les expéditions internationales dans les Alpes. Étienne possédait une mémoire quasi photographique et avait accès à des documents rares. Lorsque Laurent lui montra les photographies des pitons, l'historien mit quelques secondes à réagir. « Ce n'était pas improvisé », a-t-il finalement déclaré. « C'est une ligne planifiée », Laurent acquiesça. L'espacement était trop régulier. L'angle, calculé. Ce n'était pas une fuite désespérée. Pendant ce temps, au Japon, les familles des alpinistes continuaient d'organiser de petites cérémonies annuelles. Kenji avait une épouse, Aiko, et une fille de 8 ans au moment de sa disparition. Masaru était célibataire. Daichi subvenait aux besoins de ses parents âgés.
La presse japonaise avait traité l'affaire comme une tragédie lointaine, mais le décès n'avait jamais été officiellement confirmé. Seules des présomptions avaient été faites. Laurent décida de prendre une mesure délicate. Il contacta l'ambassade du Japon à Paris. Sans formuler d'accusation, il a signalé la découverte de matériel possiblement lié à l'expédition de 1986. Il a demandé l'accès aux fiches techniques du matériel que les 3 hommes transportaient. 2 semaines plus tard, il a reçu une réponse. Les pitons utilisés par Kenji étaient fabriqués par une petite entreprise japonaise du nom de Hoshino Climbing Works. Ils présentaient une conception spécifique, une tige fine, légèrement incurvée à la base pour une meilleure adaptation à la glace mixte. Exactement comme sur la photo. Laurent ressentit le poids de la confirmation, mais ce qui a véritablement changé le cours de l'enquête, c'est un détail supplémentaire transmis par l'ambassade, une copie numérisée du carnet de planification de l'expédition retrouvée dans le logement où séjournaient les Japonais. Les dernières pages comportaient un croquis incomplet d'une formation rocheuse, une fissure, marquée du même symbole que celui figurant sur le mur. Ce tronçon non prévu ne figurait pas dans le plan initial de l'itinéraire principal. Il a été tracé latéralement comme une alternative, et à côté une note en japonais. Passage interne possible. Vérifier la stabilité. Laurent a traduit la phrase avec l'aide d'un professeur d'université à Grenoble. Passage interne. Cela ne signifiait qu'une chose. Il pensait que la crevasse menait à quelque chose de plus profond qu'une simple descente. Dans les Alpes, les formations internes ne sont pas rares. Grottes glaciaires, tunnels creusés par la fonte saisonnière, cavités protégées des tempêtes. Mais elles sont instables et imprévisibles. Si tous les 3 s'étaient réfugiés à l'intérieur pendant la tempête, ils auraient pu trouver un abri. Ou alors, ils se sont retrouvés coincés. Laurent a constitué une petite équipe technique pour retourner sur le site, cette fois-ci munie d'une autorisation officielle et d'équipements d'exploration verticale. Avant de partir, elle s'est entretenue avec son ancienne mentor, Marianne Dubois, l'une des premières femmes guides de la région. Elle écouta tout en silence. « Vous ne faites pas ça uniquement pour eux », a-t-il déclaré. Laurent n'a pas répondu immédiatement. Elle avait raison. Pendant 15 ans, il avait gardé le sentiment qu'on avait négligé quelque chose. Peut-être les recherches avaient-elles été trop limitées par la tempête. Peut-être la communauté avait-elle accepté trop vite l'explication la plus simple. À présent, la montagne offrait une seconde chance. La France de 2001 était différente de celle de 1986. Elle disposait de davantage de technologies, de meilleurs systèmes de communication, de drones expérimentaux et de caméras à fibre optique pour explorer les fissures. Mais il y avait tout de même des limites. L'équipe a entrepris l'ascension par une matinée froide et dégagée. La glace était fine, laissant apparaître davantage de roches que Laurent n'en avait jamais vu dans ce secteur. En atteignant la ligne de Piton, il ressentit à nouveau cette même oppression dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. Il donnait l'impression de raconter une histoire interrompue. Ils ont installé des ancres modernes et ont entamé leur descente à travers la crevasse. L'intérieur n'était pas qu'une simple fissure superficielle. Il s'agissait d'un couloir étroit qui s'élargissait quelques mètres plus bas, formant une petite chambre naturelle protégée de l'action directe du vent. Sur le sol de la chambre, partiellement recouvert de débris glaciaires durcis, se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver après 15 ans. Un morceau de tissu synthétique rouge. Laurent l'a reconnu immédiatement. Uniforme technique japonais des années 1980. L'équipe travaillait en silence. Chaque objet trouvé a été photographié, catalogué et soigneusement retiré. Mais ce qui inquiétait le plus Laurent était encore à venir. Car s'ils avaient trouvé refuge là-bas, la question n'était plus de savoir où sont-ils morts, et c'est devenu pourquoi personne n'est parti? Ou bien quelqu'un est parti. La montagne n'a pas seulement conservé des traces, il donnait des réponses fragmentaires. Et Laurent se rapprochait de plus en plus de la reconstitution des événements d'octobre 1986. La découverte du tissu rouge n'était que le début. Lors de leur seconde descente, dans la chambre intérieure,
l'équipe a utilisé un éclairage plus puissant et des outils de fouille plus délicats. La glace, accumulée au fil des ans, avait formé une croûte compacte au fond de la cavité. Elle n'était pas assez épaisse pour enfouir complètement les gros objets, mais suffisante pour les dissimuler à la vue de la surface. Laurent a coordonné chaque mouvement. Aucun geste n'a été précipité. Aucune hypothèse n'a été formulée à voix haute. Peu à peu, des fragments ont commencé à apparaître. Un vieux mousqueton partiellement rouillé, un morceau de sangle tubulaire avec une inscription japonaise, la base métallique d'un réchaud portatif. Ils étaient restés là suffisamment longtemps pour installer le matériel. Ça a tout changé. Ce n'était pas une chute soudaine, ce n'était pas une mort instantanée. Il s'agissait de survie. Mais pour combien de temps? Pendant que l'équipe travaillait, Laurent remarqua des détails techniques qui renforcèrent une conclusion inquiétante. La caméra était à l'abri du vent direct, mais vulnérable à quelque chose de plus dangereux. L'infiltration progressive de glace par-dessus le rebord. Si une couche supérieure avait cédé lentement, elle aurait pu bloquer la sortie, sans qu'ils s'en rendent compte. Le 3e jour d'exploration, ils découvrirent quelque chose d'encore plus important. Un cahier, petit, étanche, protégé dans un sac étanche déformé par le froid. La fermeture éclair était dure, mais intacte. Laurent tenait l'objet à 2 mains avant de l'ouvrir. Non par cérémonie, mais par conscience historique. La montagne reprenait la parole. Le carnet appartenait à Kenji. Les premières pages étaient techniques. Mesures, angles, observations sur la qualité de la glace. Puis, l'écriture a changé. Elle est devenue moins régulière. Les dates indiquaient qu'ils avaient survécu au moins 4 jours après la tempête. 4 jours enfermés dans la chambre. Mais la partie la plus troublante se trouvait dans la 3e entrée enregistrée. La tempête a été plus violente que prévu. Masaru a été blessé à la jambe gauche. Daichi propose une autre descente par la crevasse repérée la veille. La structure interne est stable. Nous avons décidé d'attendre que la situation s'améliore. Ils n'étaient pas perdus, ils en étaient conscients. Ils prenaient des décisions rationnelles. Laurent sentait le poids des responsabilités s'accroître. S'ils avaient été localisés 4 jours plus tard, ils auraient pu être sauvés. Mais personne n'était au courant de la fissure. Les recherches se sont concentrées sur l'itinéraire principal. Les jours suivants, tels que décrits dans le carnet, la situation s'est aggravée. Baisse des températures, rations réduites, communication impossible. De la glace s'accumule à l'entrée supérieure. Masaru a de la fièvre. La dernière note était courte. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous avons choisi de descendre pour survivre. La montagne n'est pas l'ennemi, elle est simplement plus grande que nous. Il n'y a pas eu de compte rendu définitif. Aucune description de la tentative de sortie. L'équipe a analysé plus en détail la structure de la chambre. C'est alors qu'elle a identifié un élément crucial. Au-dessus de l'entrée principale, un bloc de glace ancienne avait glissé et obstrué partiellement l'accès d'origine. Pas entièrement, mais suffisamment pour rendre une sortie verticale extrêmement difficile, surtout avec un membre de l'équipe blessé. Cela expliquait pourquoi les traces sur la surface extérieure s'arrêtaient brusquement. Mais une question demeurait, et elle commença à diviser les opinions au sein de l'équipe technique. Dans un coin plus profond de la chambre, on pouvait voir des marques de grattage sur la roche, non naturelles, linéaires, répétées, comme si quelqu'un avait essayé de creuser sur le côté. Laurent illumina le mur latéral. Il y eut un second rétrécissement, mineur, quasi invisible, sans inspection détaillée. Si les 3 hommes tentèrent de créer un passage latéral, cela signifiait qu'ils restaient sur place suffisamment longtemps pour planifier une autre issue. Et peut-être, Laurent a exigé un silence absolu pendant qu'il testait la profondeur du rétrécissement à l'aide d'une caméra à fibre optique. L'image a révélé quelque chose d'inattendu. De l'autre côté de la fine roche, il y avait un vide, un autre espace intérieur, plus gros, éventuellement relié à une ouverture naturelle plus basse dans la montagne. Cela signifiait que, théoriquement, il existait une voie de sortie alternative, mais on ignorait s'il était disponible en 1986.
Les tensions se sont exacerbées lorsqu'un des membres de l'équipe, Pierre, a soulevé une hypothèse inquiétante. Et s'ils réussissaient à traverser? Le silence qui suivit fut pesant. S'ils ont traversé la route, pourquoi ne sont-ils jamais venus? S'ils n'ont pas franchi le seuil, pourquoi n'y a-t-il aucun reste humain dans la chambre principale? Laurent sentait le conflit grandir en lui. Pendant 15 ans, il a accepté l'explication la plus simple, une tragédie naturelle, une disparition définitive. À présent, chaque nouvel élément de preuve rendait cette explication insuffisante. Il devait choisir, clore officiellement l'affaire avec les conclusions déjà obtenues, confirmant la mort par emprisonnement, ou élargir l'enquête et risquer d'ouvrir un scénario encore plus complexe. Il y avait aussi des pressions extérieures. La presse française commençait déjà à s'y intéresser. L'ambassade du Japon demandait des rapports réguliers. Les familles réclamaient des réponses claires, mais la montagne offre rarement des réponses simples. Lors de la dernière descente de cette semaine-là, Laurent décida d'élargir subtilement le rétrécissement latéral. Avec une autorisation minimale, il a creusé quelques centimètres supplémentaires, suffisant pour réinsérer la caméra. L'image montrait quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Dans l'espace, au-delà de la fine roche, on pouvait voir des marques linéaires parallèles, traces de crampons, anciens, conservés et dirigés hors du champ de vision de la caméra. Laurent recula lentement. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Quelqu'un a traversé la rue. Le conflit cessa d'être purement technique et devint historique. Si au moins l'un d'eux a franchi le seuil, alors la disparition ne s'est pas arrêtée dans la chambre. Cela s'est terminé ailleurs sur la montagne. Ou en dehors de cela. Le récit construit sur 15 ans commençait à s'effondrer, et Laurent comprit qu'en continuant, il risquait de révéler non seulement une tragédie oubliée, mais aussi une erreur collective. La question était désormais plus grande que la montagne. Ils sont morts là. Ou bien ont-ils réussi à s'échapper et quelque chose de complètement différent s'est produit ensuite? L'information a fuité avant que Laurent puisse maîtriser le récit. Un journaliste local a eu accès aux informations concernant le carnet retrouvé et a publié un titre qui s'est rapidement répandu. Des alpinistes japonais ont peut-être survécu à la tempête de 1986. Quelques heures plus tard, le village de Chamonix parlait à nouveau de cette affaire qui était restée en sommeil pendant 15 ans. Les touristes ont commencé à poser des questions dans les cafés. Des caméras sont apparues sur la place centrale. D'anciens guides ayant participé aux premières recherches ont été interrogés. L'intrigue secondaire qui se dessinait n'était pas simplement technique, elle était aussi morale. Si les 3 personnes ont survécu pendant des jours et que personne n'a eu connaissance de la crevasse, les recherches ont-elles été un échec ou simplement limitées par les conditions de l'époque? Laurent ressentait le poids des questions, même si personne ne l'accusait directement. Pendant ce temps, au Japon, Aiko Takahashi a appris la nouvelle par téléphone, depuis l'ambassade. Elle avait reconstruit sa vie. Leur fille, Yumi, avait maintenant 23 ans. Il avait grandi en entendant dire que son père avait été emporté par la montagne. Une explication douloureuse, mais définitive. À présent, la possibilité qu'il ait survécu plusieurs jours après la tempête a rouvert une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Aiko a décidé de voyager en France. Cette décision a ajouté une nouvelle dimension émotionnelle à l'affaire. Laurent était au courant de la visite avant son arrivée. Il se sentait responsable de l'accueillir personnellement. À son arrivée à Chamonix, Aiko se fit sans incident. Réservée, à l'image de Kenji, elle observait plus qu'elle ne parlait. Laurent lui montra des copies du carnet. Elle a immédiatement reconnu l'écriture. Mais il y avait un détail que personne n'avait remarqué. Sur l'une des dernières pages, presque effacée par l'usure, figurait une petite marque supplémentaire à côté du symbole de persistance. Aiko expliqua d'une voix maîtrisée « Ce deuxième tiret signifie décision finale ». Laurent resta immobile. Il ne s'agissait pas simplement d'un symbole répété, c'était une variante. Kenji faisait un signal précis.
Parallèlement, l'équipe technique a progressivement étendu l'accès au deuxième espace intérieur, identifié par la caméra. La structure était instable. La moindre erreur pouvait provoquer son effondrement. Le temps pressait, l'hiver approchait à nouveau. Dans quelques semaines, la région serait inaccessible jusqu'à la saison suivante. Il y avait également des désaccords internes. Pierre préconisait de mettre fin à l'exploration après avoir documenté les découvertes déjà faites. Il soutenait que poursuivre l'exploration pourrait compromettre la sécurité de l'équipe et transformer cette recherche historique en une imprudence moderne. Laurent n'était pas d'accord, non pas par orgueil, mais parce que les marques de crampons de l'autre côté indiquaient un mouvement actif, et le mouvement signifiait la continuité. Parallèlement, une autre intrigue secondaire a émergé. Un ancien membre des équipes de secours de 1986, nommé Alain Roche, a discrètement recherché Laurent. Alain portait un lourd fardeau de culpabilité depuis des années. Il a révélé quelque chose qui n'avait jamais figuré dans les rapports officiels. Lors des premières recherches, une équipe a détecté un écho inhabituel lors d'un relevé sonore près de la zone de la fissure. Cependant, le commandant des opérations a écarté cette anomalie, la considérant comme une interférence due à l'instabilité de la glace. Ils n'ont pas enquêté. Cette révélation a ajouté une complexité éthique à l'affaire. Il n'y a pas eu de négligence délibérée, mais la décision a été prise à la hâte, sous la pression. Les recherches ont pris fin lorsque la situation s'est dégradée et que les ressources ont été réorientées. 15 ans plus tard, les décisions du passé refont surface. Heiko a demandé à monter au pied de la montagne, ne convient pas à l'escalade, juste pour voir. Laurent l'accompagna jusqu'à un point d'observation sûr. Elle resta silencieuse pendant de longues minutes, fixant le visage où son mari avait disparu. « Il n'aurait pas abandonné », a-t-il finalement déclaré. Cette phrase résonna dans l'esprit de Laurent. Kenji était méthodique. Il envisageait des solutions de rechange. Son carnet en témoignait. Si vous avez coché « décision finale », vous avez peut-être choisi un itinéraire différent de celui prévu. Le 4e jour de fouilles contrôlées, l'équipe est parvenue à élargir suffisamment le rétrécissement latéral pour qu'un alpiniste expérimenté puisse y passer partiellement. Laurent décida de traverser en premier. L'espace qui s'étendait au-delà était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Une galerie en pente douce descendait en diagonale. Sous une fine couche de sédiments glaciaires, le sol conservait des traces anciennes. Et alors, ils virent, il n'y avait pas de corps. Mais un événement a de nouveau changé le cours de l'histoire. Un point d'ancrage improvisé, fixé à un rocher solide, indiquant une descente continue. Et à côté, un fragment de papier plastifié coincé entre deux pierres. Laurent l'a retiré avec une extrême précaution. Cela faisait partie d'une carte topographique, mais ce n'était pas une carte des Alpes, c'était la carte d'un sentier secondaire sur le versant italien de la montagne. Cela signifiait qu'après avoir traversé la galerie intérieure, il était possible de sortir par un point moins surveillé et de descendre en territoire italien. Si au moins l'un d'eux a réussi à atteindre cette sortie, il a pu descendre par un autre itinéraire, loin de la zone de recherche principale. La complexité a atteint un nouveau niveau. Il y avait maintenant 3 possibilités réelles. Des prisonniers sont morts en tentant de traverser la rivière. Un seul a réussi à traverser. Plusieurs personnes ont quitté la montagne par un itinéraire inconnu. La presse traitait déjà l'affaire comme un mystère rouvert. Mais pour Laurent, ce n'était pas un mystère pour les médias. Il s'agissait d'une reconstitution historique. Chaque choix effectué en 1986 était réévalué à la lumière de l'année 2001. L'hiver approchait à grands pas. Ils eurent peu de temps pour vérifier si la galerie menait effectivement à une sortie extérieure. Et plus important encore, si quelqu'un avait quitté la montagne, vivant en ce lointain mois d'octobre. Le temps est devenu l'ennemi. Les prévisions météorologiques annonçaient les premières chutes de neige importantes de la saison dans les 5 jours. Si l'équipe ne confirmait pas l'étendue du tunnel d'ici là, les explorations seraient interrompues pendant des mois. Laurent a pris une décision risquée mais calculée.
Continuer le long de la galerie en pente jusqu'au point le plus haut possible avant l'hiver. L'équipe a réduit ses effectifs afin de minimiser les risques structurels. Seuls Laurent et Pierre effectueraient la traversée complète. Les autres assureraient un soutien extérieur. Aiko a demandé à attendre au village. Elle ne voulait pas être témoin d'une nouvelle vague d'incertitude sur la montagne. La traversée a commencé à l'aube. L'air était sec, froid et d'une stabilité inhabituelle, comme si les Alpes elles-mêmes favorisaient ce type de progression particulier. La galerie intérieure descendait sur une quarantaine de mètres, se rétrécissant par endroits et s'élargissant à d'autres. Il ne s'agissait pas d'un tunnel formé par la glace récente, mais d'une structure ancienne, sculptée par les cycles glaciaires au fil des décennies. Les marques des crampons devenaient plus visibles à mesure qu'ils avançaient. Ce n'était pas aléatoire. Ils étaient fermes, contrôlés. Ils ont indiqué qu'au moins un alpiniste était descendu à cet endroit avec une grande maîtrise technique. À près de 50 mètres sous la chambre principale, la galerie s'achevait brusquement dans une étroite ouverture verticale, un puits naturel qui descendait encore plus bas. Laurent illumina l'intérieur. Il y avait des mouillages, 3 d'entre eux, séquentiels, identiques à la norme japonaise. Cela signifiait que ce n'était pas une improvisation d'une seule personne, c'était un travail coordonné. Ils ont travaillé ensemble. Pierre murmura, presque sans s'en rendre compte. Ils sont restés organisés jusqu'à la toute fin. Laurent ressentit un frisson qui n'était pas dû au froid. 3 points d'ancrage ont été installés, probablement parce que les personnes descendaient successivement. Un système de contrepoids aurait pu aider la personne blessée. La descente dans le puits fut lente. Maîtrisée, silencieuse. Arrivés au fond, ils trouvèrent quelque chose qui figea Laurent sur place. Le sol présentait des traces plus récentes que tout autre endroit précédemment identifié, paraissant il y a quelques semaines seulement. Mais pas non plus âgé de 15 ans. On constatait des signes d'érosion modifiés, comme si personne n'était passé par là depuis 1986. Laurent examina les murs. L'un des mouillages n'était pas japonais. Il s'agissait d'un modèle européen, fabriqué dans les années 1990. Pierre le regarda incrédule. Cela n'existait pas en 1986. Non, cela signifiait que quelqu'un avait déjà trouvé ce passage. Mais il ne l'a jamais signalé officiellement. Le point de basculement n'a pas été l'ancrage en lui-même. C'est ce qu'ils ont trouvé à quelques mètres de là. Le puits vertical menait à une ouverture extérieure, petite, naturellement camouflée par la structure rocheuse qui permettait d'accéder au versant italien de la montagne, sur une pente moins technique et beaucoup moins surveillée par les équipes françaises. Si quelqu'un atteignait ce point, il pourrait descendre dans la vallée italienne sans traverser la zone de recherche principale. Laurent a été le premier éliminé dès le premier tour. L'air extérieur lui fouetta le visage. Il se trouvait de l'autre côté du massif. 15 ans auparavant, lors des recherches, personne n'avait enquêté sur ce côté. Les opérations étaient entièrement concentrées sur le côté français. Pierre est parti juste après. Le silence du côté italien était différent, plus isolé, moins touristique. Laurent analysa la pente de la colline. C'était difficile, mais c'est possible, surtout pour les grimpeurs expérimentés. C'est alors qu'il l'a vu. À quelques mètres de la sortie, partiellement enfoui sous d'anciens sédiments, se trouvait un objet métallique qui reflétait la lumière. Laurent s'approcha. C'était une cantine, modèle japonais des années 1980. Mais il n'a pas été endommagé. Elle ne présentait pas de signes extrêmes d'exposition prolongée, contrairement aux objets présents sur l'appareil photo. Il était trop bien conservé, comme si elle avait été laissée là après la tempête. Il l'ouvrit avec précaution, vide. Mais il y avait quelque chose de gravé sur le côté. 3 symboles, celui de la persévérance, la décision finale et un 3e. Laurent a immédiatement pris une photo. Plus tard, lorsqu'on a montré l'image à Aiko, il lui a fallu quelques secondes pour réagir. Ce symbole signifie « continuer ». Ce n'était pas un message d'adieu, c'était une instruction. Le point de bascule est devenu inévitable. Au moins, l'un d'eux est sorti de la montagne.
Et elle a survécu assez longtemps pour que ce symbole y soit gravé après la tempête. La version d'une mort massive dans la chambre ne tenait plus. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Si quelqu'un partait par là, il se retrouverait dans une petite communauté italienne appelée Courmayeur. Laurent a contacté les autorités locales pour vérifier les dossiers hospitaliers, les rapports concernant les étrangers blessés ou les événements inhabituels survenus en octobre 1986. 3 jours plus tard, il reçut une réponse inattendue. Le 22 octobre 1986, 5 jours après la tempête, un homme asiatique a été brièvement soigné par un médecin rural dans cette région italienne, présentant une grave déshydratation et une blessure à la jambe gauche. Il a refusé une hospitalisation officielle. Il a payé en espèces. Et il a disparu le lendemain. Il n'a pas donné son vrai nom. Mais il a laissé quelque chose derrière lui. Une feuille de papier avec des notes techniques d'escalade, écrit en japonais. Laurent sentit le monde se réorganiser en lui. D'après le carnet, Masaru a été blessé à la jambe gauche. S'il a survécu jusqu'au côté italien, c'est que quelqu'un a dû l'aider à descendre. Ou quelqu'un a été laissé pour compte. Le mystère n'était plus de savoir s'ils avaient survécu à la tempête. Voilà ce qui s'est passé après qu'ils soient sortis vivants de la montagne. Et pourquoi personne ne l'a jamais su. L'histoire ne se résumait plus à une simple question de survie. C'est devenu une question de choix. La confirmation qu'un homme asiatique blessé avait été soigné du côté italien 5 jours après la tempête de 1986 a complètement changé le cours de l'enquête. Et l'impact a été immédiat. L'ambassade du Japon a exigé un accès officiel aux archives italiennes. La presse internationale s'est emparée de l'affaire. Ce qui n'était au départ qu'une redécouverte historique est devenu un phénomène mondial. Mais loin des gros titres, les conséquences furent profondément personnelles. Laurent a été le premier à le dire à Aiko. Ils étaient assis dans la petite salle de réunion du centre alpin, à l'abri des caméras. Il déposa sur la table la copie du dossier médical italien et la photographie de la cantine ornée des 3 symboles gravés. Aiko lisait lentement. Son expression n'était pas celle de l'euphorie. C'était une période de réorganisation interne. Si c'était Masaru, dit-elle fermement, alors Kenji et Daichi l'ont aidé. Laurent acquiesça. Le carnet confirmait que Masaru avait une blessure à la jambe. S'il s'agissait bien de l'homme soigné en Italie, cela signifiait que tous 3 avaient travaillé ensemble jusqu'à la fin des travaux de la galerie. Mais il y avait une autre implication. Le dossier médical ne mentionnait qu'un seul homme. La question inévitable s'est posée. Où étaient les 2 autres? Entre-temps, les autorités italiennes ont retrouvé le médecin de campagne retraité, aujourd'hui âgé de près de 80 ans. Il a confirmé ce souvenir de l'affaire. Il parlait à peine italien, a dit le médecin au téléphone. Il était épuisé, il tremblait, sa jambe gauche était enflammée. Je lui ai suggéré l'hôpital. Il a refusé. Il a dit qu'il devait rentrer, pour revenir en arrière. Ce mot résonna comme un écho lointain. Retourner où? En France? Pour chercher des amis? Ou retourner au Japon? Le médecin se souvenait également d'un autre détail. L'homme a demandé à plusieurs reprises s'il y avait des nouvelles de 2 autres personnes portées disparues sur la montagne. Cela signifiait qu'en arrivant du côté italien, il croyait que ses compagnons étaient encore en vie, ou du moins qu'il ignorait leur sort. La conséquence logique était brutale. Peut-être Masaru est-il sorti seul pour chercher de l'aide. Peut-être avait-il l'intention de revenir. Mais quelque chose l'arrêta. L'enquête était désormais divisée en 2 fronts. Reconstituer ce qui est arrivé à Kenji et Daichi à l'intérieur de la montagne après le départ de Masaru. Pour découvrir pourquoi Masaru n'a jamais été officiellement identifié après avoir franchi la frontière italienne. Laurent était confronté à un autre type de conséquence, une conséquence professionnelle. Certains membres de longue date de la communauté alpine ont commencé à remettre publiquement en question les décisions prises lors des recherches initiales de 1986. Bien que les conditions de l'époque justifiaient certaines limitations, le récit collectif commençait à être réévalué. Alain,
ancien membre de l'équipe de secours, a accordé une interview dans laquelle il admettait que l'anomalie sonore détectée à l'époque aurait dû faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Ce n'était pas une accusation, c'était une reconnaissance trop tardive. Pendant ce temps, sur la montagne, l'équipe retourna dans la chambre principale pour poursuivre ses recherches de traces de Kenji et Daichi. L'hypothèse la plus probable est que tous deux sont restés dans la chambre, tandis que Masaru, bien que blessé, est descendu par la galerie alternative pour chercher de l'aide. Cela expliquerait le symbole « décision finale ». Kenji a peut-être décidé de scinder le groupe, un choix stratégique. Mais la chambre principale ne contenait aucun reste humain visible. La glace accumulée pendant 15 ans aurait pu déplacer les corps vers des zones plus profondes ou masquer des preuves. La tension augmentait à chaque fouille. Dans un coin de la chambre, sous une épaisse couche de sédiments, ils ont finalement trouvé quelque chose qui a permis de résoudre une partie de l'énigme. Un casque, fissuré, avec le nom Daichi inscrit à l'intérieur. À proximité des fragments de tissu bleu correspondant à l'uniforme de Kenji. Il ne s'agissait pas de restes complets, mais d'indices clairs montrant qu'au moins 2 d'entre eux n'avaient pas quitté la chambre. Une conclusion commençait à se dessiner. Masaru est descendu seul pour aller chercher de l'aide. Kenji et Daichi restèrent à attendre son retour. Les répercussions émotionnelles ont été dévastatrices. Aiko a reçu la nouvelle dans un silence complet. Il n'y avait plus lieu d'espérer des retrouvailles, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas un abandon, c'était un sacrifice. Kenji n'est pas mort en tentant de s'échapper seul, il est resté. La dernière entrée du carnet, celle où la montagne n'était pas l'ennemi, prit un nouveau sens. Il a accepté la décision stratégique. Il a permis à Masaru d'essayer. Parallèlement, les recherches de nouvelles traces de Masaru se sont intensifiées au Japon. Les registres d'immigration indiquent qu'un passeport japonais, portant un nom partiellement illisible, est entré dans le pays 2 semaines après la tempête. Mais le document a ensuite été annulé en raison d'une incohérence administrative. Il n'y a jamais eu de confirmation visuelle officielle. Les conséquences finales restaient encore floues. Mais le tableau d'ensemble se dessinait, 3 hommes pris au piège par la tempête. Un itinéraire alternatif a été découvert, une décision de scinder le groupe. Un survivant qui a traversé la frontière italienne, puis a disparu des pages de l'histoire. Le récit n'était plus une simple tragédie, c'est devenu une histoire de loyauté extrême. Et une question commençait encore à préoccuper Laurent. Si Masaru est vraiment retourné au Japon, pourquoi n'a-t-il jamais contacté les familles? Ou bien quelque chose a-t-il pu se produire avant cela? La montagne avait révélé une partie de la vérité, mais pas la totalité, et les conséquences continuaient de se faire sentir. La montagne avait déjà renvoyé les faits, il fallait désormais comprendre. Laurent comprit que les recherches ne pouvaient plus se fonder uniquement sur des données techniques ou des fouilles. Il était nécessaire de reconstituer la pensée de la personne qui avait pris cette décision en 1986. Il commença à étudier plus attentivement les rapports et les notes de Kenji, non plus seulement comme un guide analysant les itinéraires, mais comme un homme cherchant à comprendre un autre homme. Le constat était clair. Kenji privilégiait toujours le groupe à l'individu. Lors de toutes les expéditions précédentes au Japon, on retrouvait des décisions similaires. Répartition de la charge, redistribution du matériel, alternance à la tête de l'expédition dès que quelqu'un montrait des signes de fatigue. La division sur la montagne n'était pas due au désespoir. C'était cohérent avec sa personnalité. Entre-temps, Aiko décida de faire quelque chose d'inattendu. Elle a demandé à visiter la chambre intérieure. Non pas pour grimper, mais pour descendre jusqu'à l'endroit où le carnet a été trouvé. Avec un soutien technique et dans des conditions de sécurité maximales, elle a effectué la descente assistée. Lorsque ses pieds touchèrent le sol de la chambre, le silence fut absolu. Non pas le silence dramatique des médias, mais un silence naturel, ancestral, glacial. Elle n'a fait que quelques pas. Il toucha la roche où le symbole était gravé. Elle n'a pas pleuré. Il ferma simplement les yeux. Laurent observait à distance respectueuse. Là,
dans cet espace confiné, l'histoire cessa d'être une recherche internationale et redevint humaine. En quittant la montagne, Heiko prit une décision qui marqua le début d'un dépassement collectif des difficultés. Elle a demandé que le compte-rendu complet de l'expédition soit publié, non pas comme une tragédie, mais comme une étude sur la survie et l'éthique dans des situations extrêmes. S'il y a eu une erreur, dit-elle, qu'elle serve à sauver les autres. Ce geste a changé l'atmosphère à Chamonix. L'affaire cessa d'être une accusation implicite contre les équipes de 1986 et devint un sujet de réflexion technique mondiale. Les écoles d'alpinisme commencèrent à analyser l'itinéraire alternatif comme un exemple de réflexion stratégique sous pression. Laurent a changé lui aussi. Pendant des années, il a eu la réputation d'être un guide excessivement prudent. Désormais, il a intégré à sa formation un module spécifique sur les itinéraires secondaires peu fréquentés et l'analyse approfondie du terrain. Mais sa plus grande transformation fut intérieure. Pendant 15 ans, il a porté un sentiment de culpabilité indéfinissable. Non pas pour avoir mal agi, mais pour avoir l'impression qu'il restait quelque chose d'inachevé. Maintenant, je comprenais qu'en montagne, les décisions se prennent en fonction du possible et non de la perfection. Il a rendu visite à Alain, un ancien membre de l'équipe de recherche initiale. « Nous n'avons pas échoué », a déclaré Laurent. « Nous avons fait ce que nous pouvions avec les connaissances dont nous disposions. » Alain poussa un soupir de soulagement pour la première fois depuis des années. Pendant ce temps, au Japon, Yumi, la fille de Kenji, a décidé de se rendre en France pour visiter le lieu où son père avait fait son choix final. Elle était différente de sa mère, plus directe, plus curieuse. Tout en parlant avec Laurent, il posa une question que personne n'avait jamais formulée clairement. Si Masaru est parti chercher de l'aide, pourquoi n'est-il jamais revenu officiellement? Laurent n'avait pas de réponse définitive. Or, les registres d'immigration indiquaient qu'une personne munie d'un document similaire était rentrée au Japon. Cette incohérence administrative pourrait révéler une erreur d'enregistrement ou l'utilisation d'un document d'urgence. Il existait également une possibilité plus difficile. Masaru a peut-être tenté de retourner à la montagne et a été victime d'un autre accident, cette fois-ci non documenté. Ou bien, il a peut-être décidé de ne pas raviver la douleur des familles qui ont survécu tandis que d'autres ont été laissées pour compte. Yumi a entendu toutes les hypothèses. « Mon père choisirait de rester », a-t-elle dit. Mais il choisirait aussi que quelqu'un survive. Cette phrase a redéfini le récit. Ce n'était pas un abandon, c'était une stratégie de préservation. Le défi ne consistait pas à trouver chaque détail. L'objectif était de comprendre la logique qui sous-tendait ses choix. Dans les jours qui suivirent, l'équipe conclut officiellement que Kenji et Daichi étaient probablement restés dans la chambre jusqu'à épuisement physique, attendant un retour qui ne vint jamais. La galerie alternative a été cartographiée et officiellement enregistrée auprès du club alpin sous un nouveau nom, le passage de la persévérance. Suggestion de Yumi. Laurent a supervisé l'installation d'une petite plaque discrète au pied français de la voie, en hommage aux 3 alpinistes japonais, pas en tant que victimes, mais en tant qu'hommes qui ont pris des décisions difficiles dans des circonstances extrêmes. La presse restait intéressée, mais le ton avait changé. C'était désormais une histoire de courage, de coopération et d'éthique en milieu hostile. Laurent s'est rendu compte qu'il devait lui aussi changer quelque chose dans sa propre vie. Pendant des années, il a évité de former des apprentis permanents par crainte d'une responsabilité excessive. Après la conclusion officielle de l'enquête, il a accepté de former un jeune guide de la région, non pas par nécessité financière, mais parce qu'il comprenait que la connaissance n'a de sens que lorsqu'elle est transmise. La montagne n'avait pas été un ennemi, c'était un décor. La croissance était une question de choix humain. Il subsistait encore un manque de précision concernant Masaru. Mais pour la première fois, cet écart n'était pas source d'angoisse. Il faisait partie de la complexité humaine. Et parfois, la maturité implique d'accepter que toutes les questions ne trouveront pas de documents officiels. Certaines réponses résident dans la cohérence des actions. L'hiver approchait,
Mais avant la fin officielle de la saison, un dernier élément inattendu fit son apparition. Le journaliste d'investigation italien Matteo Rinaldi a contacté Laurent. Il suivait discrètement l'évolution de l'affaire et a décidé d'approfondir ses recherches concernant l'homme asiatique qui avait été soigné en 1986. Matteo a découvert quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant. Le jour même où l'homme blessé était soigné par le médecin de campagne, un appel téléphonique international était enregistré depuis un petit hôtel de Courmayeur vers Tokyo. L'appel a duré moins de 3 minutes. Il n'y a pas eu d'enregistrement. Mais il y avait une destination, un numéro fixe enregistré à l'époque au nom de la société où Kenji travaillait avant l'expédition. Laurent sentit son cœur s'emballer. Si c'est Masaru qui a fait le lien, alors quelqu'un au Japon savait qu'au moins l'un d'eux était en vie après la tempête. L'ambassade du Japon a été recontactée. Après plusieurs jours de recherche dans d'anciens dossiers, on a découvert que la société avait reçu un appel international incomplet en octobre 1986. La communication avait été interrompue avant d'être terminée. Aucun enregistrement du contenu n'est disponible. Mais il existe une note interne. Le document indiquait simplement « Bref contact, voix masculine japonaise, mention du Mont Blanc et de 2 personnes encore sur la montagne, appel interrompu ». Cela signifiait que Masaru, ou quel que soit l'homme pris en charge en Italie, tentait de faire savoir que 2 de ses compagnons restaient emprisonnés. La situation devenait dramatique. 22 octobre. Un homme blessé a été soigné en Italie. Le même jour, appel au Japon signalant 2 personnes toujours sur la montagne. Le lendemain, l'homme disparaît de la région. Si Masaru avait eu l'intention de revenir se faire secourir, il aurait dû traverser à nouveau la montagne dans des conditions déjà instables. Laurent a appelé à une dernière expédition technique avant l'arrêt définitif de la saison. Ne pas fouiller à nouveau la chambre, mais il faut analyser le côté italien en contrebas de la sortie de la galerie. Si Masaru tentait de remonter, il pourrait y avoir d'autres traces sur cette face moins explorée. Aiko et Yumi ont accompagné les préparatifs, mais cette fois-ci, elles sont restées au village. La tension était différente maintenant. L'objectif n'était pas de confirmer le décès. On recherchait le choix ultime. L'ascension du côté italien fut plus calme que toutes les précédentes. Le groupe progressait avec une précision presque religieuse. Arrivé au point situé en contrebas de la sortie de la galerie, Laurent a demandé à tout le monde de ralentir et d'observer attentivement la surface rocheuse. Et puis, ils l'ont trouvé. Les marques de crampons remontent. Anciens, mais visibles sous le bon angle d'éclairage. Ils étaient peu nombreux, irréguliers. Ils ont fait état d'une extrême difficulté. Pierre a analysé la pente. Monter jusqu'ici avec une jambe blessée serait quasiment impossible. Laurent acquiesça. Mais il y avait autre chose. À une vingtaine de mètres du sol, attachée à un petit rebord, ils trouvèrent une corde différente des précédentes. Modèle européen, année 1980. Coupée brutalement. Non usé par le temps. Coupé. La coupure était nette, fabriquée avec une lame. Le groupe tomba dans un silence complet. L'hypothèse la plus plausible commençait à se dessiner. Masaru tenta de revenir par la voie italienne pour atteindre à nouveau la galerie intérieure et secourir Kenji et Daichi. Durant l'ascension, quelque chose s'est produit. La corde s'est peut-être coincée. Ou bien elle s'est peut-être partiellement détachée et a dû être coupée pour se libérer. Mais il n'y avait aucun corps dans les environs immédiats. Laurent analysa le terrain environnant. Au pied de la corniche se trouvait une longue chute verticale, se terminant dans une zone de glace épaisse qui, au fil des ans, aurait pu effacer toute trace physique. La possibilité devenait douloureusement évidente. Masaru est peut-être mort en tentant de rentrer. Il ne s'est pas enfui, elle n'a pas disparu par choix égoïste, il a tenté de revenir. La découverte de la coupure dans la corde symbolisait la fermeture du cycle. Rien n'indiquait qu'il était retourné à la galerie. On n'a retrouvé aucune trace ultérieure de sa présence vivante dans la région. La coupure de la connexion et la tentative d'ascension formaient un récit cohérent.
Alors qu'ils descendirent la montagne cet après-midi-là, Laurent sut qu'ils approchaient du point culminant de l'histoire. Mais il restait encore une dernière pièce. Matteo, le journaliste, a découvert un autre détail dans les archives italiennes. À l'hôtel de Courmayeur, où l'homme blessé a séjourné quelques heures, la femme de chambre a déclaré dans un ancien rapport qu'il avait écrit quelque chose sur un morceau de papier avant de partir. Le document n'a jamais été officiellement joint au dossier, mais la femme de chambre, des années plus tard, a décrit le contenu dans une récente interview. D'après elle, la phrase en anglais disait « Je ne les quitterai pas, je ne les quitterai pas ». Laurent avait le sentiment que la montagne lui avait enfin apporté ce qui lui manquait. Pas seulement des faits, mais l'intention. Il ne restait plus qu'à tout assembler et d'affronter le moment final de la reconstruction. L'ascension finale s'est faite sous un ciel lourd et gris, comme si l'hiver veillait. Laurent ne voulait pas simplement clore officiellement l'enquête. Il devait déterminer le moment précis où la corde avait été coupée, maintenant qu'il disposait de tous les éléments, le carnet, les symboles gravés, le dossier médical, l'appel interrompu et la phrase laissée à l'hôtel. La montagne n'était plus un mystère. Il était témoin. L'équipe a escaladé le versant italien jusqu'à la Vire, où ils ont trouvé la corde sectionnée. Laurent a demandé à chacun de garder ses distances pendant qu'il examinait le rocher au-dessus. Là, à quelques mètres au-dessus du point de la coupure, on pouvait voir de profondes marques d'impact dans la roche, comme si les crampons des crampons avaient frotté violemment avant de perdre leur adhérence. Il ferma les yeux un instant et reconstitua mentalement la scène. Masaru, qui a la jambe blessée, se rend en Italie. Vu par le médecin. Tentative de communication d'une aide au Japon. Se rendre compte qu'une opération de sauvetage officielle prendrait des jours, voire des semaines. Prendre la décision de remonter. Non pas par héroïsme impulsif, mais par souci de cohérence avec le groupe. Je ne les quitterai pas. L'ascension, déjà difficile en temps normal, devint presque impossible à cause de sa blessure et de son épuisement. Il utilisa probablement une corde européenne achetée ou obtenue en Italie. Il la fixa à la vire et tenta d'avancer. La corde s'est peut-être coincée sur un bord supérieur. Soit il a glissé, soit il a glissé. En cas de chute partielle, un grimpeur expérimenté sait que si la corde est endommagée et traîne un poids supplémentaire, la seule chance de survie est de la couper rapidement pour éviter d'être entraîné dans le vide. La coupe nette indiquait une décision rapide. Contrôle. Ensuite, la pente sous le rebord menait à une vaste chute verticale, se terminant dans une zone de glace mouvante qui, en 15 ans, aurait absorbé et déplacé toute trace physique. Laurent n'avait pas besoin d'un corps pour comprendre. La séquence était logique, mais le point culminant ne résidait pas uniquement dans la conclusion technique. C'était le geste final. Il sortit de sa poche la gourde gravée des 3 symboles. Persistance. Décision finale, continuer. Eiko et Yumi avaient donné leur accord pour que l'objet reste sur la montagne. Laurent a discrètement fixé la gourde au rocher près du rebord, la sécurisant avec des ancrages modernes, non pas comme un mémorial touristique, mais comme un repère historique. Pas d'enseigne tape à l'œil. Absent. Le simple fait d'être là. Lors de la descente finale, avant que la neige ne commence à tomber, Laurent a reçu un dernier message de Matteo. Le journaliste avait découvert un détail oublié dans les archives de l'entreprise de Kenji au Japon. Après l'appel interrompu en 1986, l'entreprise avait tenté de rappeler le numéro italien, mais la connexion n'avait jamais été établie. La note interne concluait l'affaire par une simple phrase « Contact perdu, en attente d'informations complémentaires. Ils ne sont jamais venus, jusqu'à maintenant ». À son retour au village, Laurent réunit Aiko et Yumi pour leur présenter la conclusion complète de la reconstruction. Il n'y a pas eu de mise en scène. Il a expliqué chaque étape de manière claire et objective. La division stratégique, la descente à travers la galerie, l'arrivée en Italie, la tentative de retour, la coupe de la corde. Yumi écouta en silence. Puis, il a simplement demandé, alors il a essayé. Laurent répondit fermement « Oui, il a essayé ».
Heiko ferma les yeux pendant quelques secondes. Il n'y avait plus de place pour le doute, il n'y a pas eu d'abandon, il n'y avait pas de lâcheté, il n'y avait aucun mystère surnaturel. Une décision humaine a été prise dans des circonstances extrêmes. 3 hommes face à une montagne plus haute que n'importe quel plan. 2 personnes attendent dans la chambre. L'un d'eux est descendu chercher de l'aide. L'un d'eux revient pour tenter de sauver les autres. Et la montagne, indifférente, poursuit son cycle. La neige commença à tomber cette nuit-là, recouvrant une fois de plus le balisage du sentier sur le versant italien. Mais cette fois, c'était différent. L'histoire était terminée. Le monde a réagi avec une intensité inattendue. La reconstitution détaillée est devenue virale, non pas par sensationnalisme, mais en raison de la force morale du récit. Des journaux français, italiens et japonais ont publié la chronologie complète des événements. Des spécialistes de l'alpinisme ont analysé l'affaire comme un exemple extrême de manquement à l'éthique d'équipe. Le message « Je ne les quitterai pas » s'est répandu sur les réseaux sociaux. Mais le véritable point culminant n'était pas dans les gros titres, c'était dans la transformation silencieuse de la mémoire. Pendant 15 ans, les 3 hommes ont été portés disparus. Ils étaient désormais reconnus comme des hommes qui avaient choisi la loyauté jusqu'au bout. Laurent, contemplant le Mont Blanc recouvert de neige fraîche, comprit quelque chose qui ne s'apprend qu'avec le temps. La montagne ne révèle pas les vérités rapidement. Mais lorsqu'elle les révèle, elle exige qu'elles soient honorées avec précision. L'affaire de 1986 ne s'est pas conclue par la découverte de corps. Cela s'est terminé par des choix compris, et parfois, la compréhension est plus puissante que la découverte. Lorsque l'hiver a finalement fermé les plus hauts itinéraires du Mont Blanc, la montagne a retrouvé son silence habituel. Mais cette fois, ce silence n'était pas celui de l'incertitude, c'était celui du respect. L'enquête a été officiellement close au début du printemps suivant, avec un rapport technique conjoint des autorités françaises, italiennes et japonaises. Ce document ne se contentait pas de conclure à un accident mortel. Il reconstituait les décisions prises, les itinéraires alternatifs envisagés, le déroulement des événements et les preuves matérielles. Pour la première fois en 15 ans, la disparition de 1986 n'était plus un mystère non résolu. La conclusion officielle établie, les 3 alpinistes ont survécu à la tempête initiale. Ils ont découvert et utilisé un passage interne alternatif. Ils se sont stratégiquement séparés pour augmenter leurs chances de survie. Masaru Ito a rejoint le camp italien et a tenté d'obtenir de l'aide. Il a tenté de retourner à la montagne et a probablement fait une chute mortelle lors de l'ascension. Kenji Takahashi et Daiichi Nakamura restèrent dans la chambre intérieure, attendant le retour de leurs camarades. La montagne ne recelait pas un mystère inexplicable. Elle a préservé une suite de choix humains. Heiko décida que les récits complets devaient également être publiés en japonais, accompagnés d'une lettre personnelle aux familles des alpinistes du monde entier. Il y écrivait que le plus grand héritage de l'expédition n'était pas la voie qu'ils avaient tenté d'ouvrir, mais la manière dont ils avaient affronté l'adversité ensemble. La lettre a été largement diffusée. Les écoles d'alpinisme ont commencé à utiliser ce cas comme étude de cas sur l'éthique d'équipe, la gestion des risques et la lecture du terrain. Le passage de la persévérance a été officiellement intégré aux cartes techniques, avec des indications claires sur ses dangers et son histoire. À Chamonix, la communauté a également changé. Les premiers guides ayant participé aux recherches initiales ont été publiquement reconnus pour leur dévouement, compte tenu des contraintes de l'époque. L'affaire n'a pas donné lieu à une accusation, mais à une expérience d'apprentissage collective. Laurent, pour sa part, a transformé cette expérience en un engagement permanent. Il a commencé à former de nouveaux guides, en insistant particulièrement sur les itinéraires invisibles, ceux qui n'apparaissent pas sur les cartes, mais qui se révèlent lorsque le terrain exige une improvisation consciente. Il a intégré un principe simple à la formation. Prévoyez toujours l'alternative que vous espérez ne jamais avoir à utiliser. Mais le changement le plus profond fut d'ordre personnel. Pendant des années,
Laurent a gardé un vague sentiment d'échec. À présent, il comprenait que la responsabilité d'un guide n'est pas de prédire l'imprévisible, mais d'agir avec lucidité dans le cadre du possible. Il se rendait du côté italien une fois par an, non par obligation, mais par respect. La cantine, discrètement fixée au rocher, y demeurait intacte, résistant aux saisons. De retour au Japon, Yumi a entrepris un projet de documentaire indépendant sur la prise de décision en milieu extrême. Elle ne s'est pas concentrée sur la tragédie, mais sur la psychologie de la coopération sous pression. Son travail a acquis une renommée internationale. Dans une des interviews, elle a dit quelque chose qui résumait toute l'histoire. « Mon père n'est pas mort en tentant de conquérir la montagne. Il a vécu jusqu'au bout en essayant d'honorer un engagement. » Le récit viral qui s'est répandu dans le monde entier ne parlait pas d'une disparition, il s'agissait de loyauté. La phrase « je ne les abandonnerai pas » est devenue un symbole non seulement pour les alpinistes, mais aussi pour les équipes de secours, les militaires, les médecins en zone de crise et les citoyens ordinaires confrontés à des défis collectifs. La montagne, qui symbolisait autrefois le silence et la perte, en vint à représenter la résistance collective. Et c'était peut-être là la conséquence la plus importante de toutes. Aucun des trois n'a vu sa dépouille rapatriée officiellement. Mais les choix de chacun ont été compris, et la compréhension transforme la mémoire en héritage. 15 années de doute ont fait place à une histoire complète, ni parfaite ni romancée, mais humaine. Au printemps suivant, lorsque le dégel a de nouveau révélé des parties de la roche, Laurent a emmené un nouveau groupe d'apprentis à un point d'observation sûr sur la paroi où tout avait commencé. Il n'a pas raconté l'histoire comme une légende. Cela a été considéré comme une étude. Et cela s'est terminé par une simple phrase. La montagne met l'habileté à l'épreuve. L'adversité met le caractère à l'épreuve. Ce jour-là, le vent soufflait doucement. Pas d'orage, pas de précipitation, simplement de la continuité. Et ainsi, l'histoire qui avait commencé par une disparition s'est terminée par un exemple. Pas de mystère, mais c'est une question de choix. Printemps 2003. Le dégel de cette année-là fut plus intense que prévu. Une équipe de surveillance glaciaire, travaillant sur le versant italien du Mont Blanc, détecta un petit objet métallique émergeant de la glace et se déplaçant lentement. Ce n'était pas un corps, c'était un équipement. Un vieux mousqueton, un modèle japonais des années 1980. Un morceau de ruban adhésif décoloré y était collé. À l'intérieur, soigneusement plié et protégé par des couches de plastique de fortune, se trouvait un petit morceau de papier partiellement conservé par le froid constant. La version écrite était en japonais. Lorsque le document a été envoyé aux autorités et traduit, son contenu était bref, extrêmement court. « Attendez, il va revenir ». L'analyse a confirmé l'âge du matériel, de l'encre, du papier et du type de stylo, compatible avec les années 1980. Le fragment s'était probablement détaché de l'intérieur de la chambre de glace décrite par Laurent, transporté lentement par les mouvements naturels de la montagne au fil des ans. La nouvelle fut communiquée à Aiko et Yumi dans un silence respectueux. Il ne s'agissait pas d'une révélation qui a modifié la conclusion technique, mais quelque chose de plus profond était en train de changer. La phrase n'avait pas été écrite par Masaru. Il était en train de redescendre. Il a été écrit par l'un des deux qui attendait. Peut-être Kenji, peut-être Daichi. Peu importait lequel des deux tenait le stylo. Ce qui importait, c'était que même face à une incertitude absolue, ils aient choisi de croire au retour de leur ami. Il n'y avait aucune trace de désespoir dans leurs paroles. Il y avait de la confiance. Il a fallu 15 ans à la montagne pour restituer un dernier fragment d'histoire. Pour ne pas semer le doute, mais pour confirmer ce qui avait déjà été compris, ils n'étaient pas perdus, ils étaient ensemble. Laurent retrouva son statut de figure emblématique du football italien cet été-là.
Il refusa de s'adresser à la presse. Il se passa sans son staff technique. Il ne portait qu'une petite plaque discrète, sans ostentation, fixée à la roche près de sa gourde. Il était gravé en français et en japonais. Ils se sont fait confiance jusqu'au bout. Rien de plus. Le vent balayait la face de la montagne comme toujours, indifférent, constant, éternel. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, ce silence avait quelque chose de différent. Ce n'était pas une absence. C'était définitif, parce que certaines histoires n'ont pas besoin de cadavres pour avoir une fin convenable. Ils n'ont besoin que de la vérité, et parfois, la vérité met des années à émerger de la glace. Des histoires comme celle-ci nous amènent à réfléchir à quelque chose de plus grand que les montagnes. Ils parlent d'amitié, en matière de confiance, à propos de décisions prises en quelques secondes et dont les répercussions se font sentir pendant des décennies. Les 3 alpinistes japonais ne sont pas devenus célèbres à cause d'une erreur. Ils se sont fait connaître pour leur loyauté. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, n'hésitez pas à la partager. Partagez ceci avec quelqu'un qui croit en la véritable amitié. Partagez ceci avec quelqu'un qui aime les histoires vraies, qui vous donnent des frissons, non pas par peur, mais par humanité. Laissez vos commentaires ci-dessous. Aurais-tu attendu ton ami, ou aurait-il tenté de descendre seul? Pensez-vous qu'ils ont pris la bonne décision? Votre opinion compte. Les histoires vraies comme celle-ci méritent d'être commémorées, car elles nous apprennent que le courage ne se résume pas toujours à survivre. Parfois, le courage consiste à rester. Si vous aimez les histoires intenses, palpitantes et intemporelles, basées sur des faits réels, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains articles. Chaque semaine, nous vous présentons des histoires vraies qui semblent relever de la fiction, mais qui sont encore plus marquantes, car elles se sont réellement produites. Si cette histoire mérite d'être vue par un plus large public, merci de nous aider en aimant la vidéo. Cela permet de garantir que ce message parvienne à ceux qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. La montagne a gardé cette histoire pour elle pendant 15 ans. Maintenant que la vérité a éclaté, ne la laissez pas disparaître à nouveau. À bientôt pour la prochaine histoire.